Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous avez la forme. Une nouvelle vidéo en extérieur, je suis toujours en Andalousie, je suis pas très loin de Grenade, je suis sorti du centre-ville, je suis à peu près une vingtaine de minutes de Grenade, je suis à Monachil exactement et je suis sur une randonnée de 2 heures, 2 heures et demie après, à peu près qui s'appelle le Camino de la Cuesta. Donc là je profite d'un petit moment de pause à l'ombre d'un olivier, je sais pas si vous voyez là. Juste pour faire cette vidéo et donc j'ai déjà préparé mon script ce matin avant de partir parce que je savais de quoi j'allais parler et donc on va parler d'habitudes saines à mettre en place pour cultiver une meilleure image de soi. Alors peut-être que dans votre quotidien vous êtes pris dans des habitudes, vous êtes pris dans le feu de l'action et vous répétez probablement des habitudes qui ne sont pas tout à fait saines et peut-être que vous le faites de manière automatique sans vraiment vous rendre compte que ça peut avoir une sérieuse incidence sur la manière dont vous percevez. Donc j'ai récapitulé 10 points, 10 habitudes favorables à mettre en place pour conserver une meilleure image de soi, en tout cas pour cultiver quelque chose de plus vertueux, pour vous ouvrir au monde et surtout pour vous ouvrir à vous-même. Alors avant de commencer ces 10 points, sachez qu'aujourd'hui c'est le dernier jour de lancement de la formation Self Power. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez accéder à ce programme en lancement, donc ça veut dire qu'il est à moitié prix. À l'intérieur, vous avez 8 modules vidéo face caméra où on travaille différentes facettes de l'estime de soi. Donc il y a tout un module consacré à l'explication en profondeur de ce qu'est l'estime de soi. On parle également de l'amour de soi, de l'acceptation de soi, de vivre selon ses propres règles, de détruire, en tout cas de remplacer les croyances limitantes par des croyances ressources, et puis surtout de vivre selon ses valeurs, de vraiment mettre en place une vie sur mesure, quelque chose qui nous ressemble. Donc si c'est un travail en profondeur que vous souhaitez faire, parce que oui, c'est un travail en profondeur, je ne vous donne pas une baguette magique pour tout changer comme ça en 30 secondes, si vous êtes prêt à entamer ce processus de travail en soi, qui n'est pas forcément fastidieux, en fait c'est comme une randonnée, c'est un chemin de découverte où on va découvrir au fur et à mesure qu'on avance des traits de son fonctionnement, des traits de sa personnalité, mettre la lumière là où peut-être on n'a pas mis suffisamment d'attention pour développer des parties de soi et développer à travers des actions une dynamique qui nous ressemble davantage. Je pense que cette formation est faite pour vous et pourra vous aider dans votre cheminement. Alors maintenant, on va pouvoir commencer le premier des 10 points. Donc le premier point, c'est d'arrêter de ruminer. Ce qui se passe, c'est que en ruminant, en fait, on est toujours dans la culpabilisation. On est en train de ressasser des choses qui finalement ne nous aident pas à résoudre notre problème. Et en plus de ne pas résoudre un problème, on fait qu'entretenir et amplifier ce problème. Parce que à force de se dire j'ai été idiot, j'aurais pas dû faire les choses comme ça, ou si j'avais été plus attentif, j'aurais été beaucoup moins maladroit, en fait vous ne faites qu'amplifier le problème et vous ne faites qu'entretenir et cristalliser ce dysfonctionnement. Ce qui donne lieu, vous le savez, par la suite, non pas à beaucoup plus d'attention, mais vraiment à plus d'auto-sabotage. Parce que, à force de regarder la situation avec le même angle de vue, cet angle de vue qui ne fait que refléter finalement votre incapacité à résoudre un problème, finalement ça va ne faire que renforcer vos croyances limitantes. Vous allez toujours conserver une mauvaise image de vous-même, et la prochaine fois que vous allez être à nouveau confronté à un problème de la même nature, vous allez vous y prendre de la même manière, ayant parfaitement conscience de vos croyances limitantes et n'ayant pas suffisamment accès à vos croyances ressources. Donc vraiment ici, c'est important de lâcher prise sur la situation et puis d'apprendre à prendre du recul, à regarder la situation dans son ensemble et surtout à avoir un œil qui ne soit pas dans le jugement vis-à-vis de son comportement, mais plutôt dans la recherche de solutions. Et pour cela, il faut se lâcher la bride et puis il faut arrêter de s'auto-censurer. Donc important de ne pas être dans la rumination. Alors ce qui va vous aider à ne pas rester enfermé dans la rumination, c'est déjà de parler de ce problème-là avec d'autres personnes. Pourquoi ? Parce que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas forcément tout seul à vivre ce problème, à être traversé par cette difficulté,
que d'autres personnes sont passées par là, elles pourront vous apporter de nouveaux éclairages. Et en tout cas, il peut y avoir de l'empathie qui se crée, en tout cas de l'identification à ces autres personnes, parce qu'elles aussi se sont retrouvées dans les mêmes situations. De fait, vous allez pouvoir peut-être plus facilement vous pardonner, car vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas tout seul dans ce genre de situation. Autre chose aussi, pour éviter les ruminations, c'est de rester le moins longtemps possible sur une note négative. Vous savez, les sportifs, lorsqu'ils s'entraînent, par exemple, prenons des gymnastes qui s'entraînent à faire des saltos arrière, si jamais à l'entraînement il y a un échec, si l'athlète n'est pas retombé sur ses deux pattes, l'entraîneur immédiatement ne laisse pas l'athlète sur un échec. C'est-à-dire qu'il faut rapidement se remettre en selle. Lorsque vous vivez une situation problème, je ne vous dis pas d'être dans l'impulsion et tout de suite vous remettre en selle. Évidemment, il y a un temps de latence où il faut se remettre en question, mais ne pas rester trop longtemps assis sur votre canapé en train de ruminer un sentiment d'échec, mais au contraire se remettre relativement vite dans l'action pour éviter au mental de prendre trop de place. Lorsque vous vous remettez dans l'action, votre énergie circule et puis votre corps se réapproprie toutes ses fonctions, tous ses moyens, et vous avancez avec beaucoup plus d'énergie et peut-être beaucoup moins vous avez un regard peut-être beaucoup moins critique. La deuxième chose qui va favoriser une meilleure estime de soi, c'est de vous féliciter. Lorsque vous avez des objectifs, préoccupez-vous plus du travail à mettre en œuvre, de tout ce que vous mettez en œuvre, de vos tâches, de vos actions, plutôt que du résultat. Il faut parfois du temps, il faut de la patience, il faut de la persévérance pour atteindre ces objectifs. Et le plus souvent, lorsqu'on a atteint ces objectifs, on n'a pas forcément cette habitude de regarder tout le chemin qui a été parcouru. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en cheminement, comme moi là actuellement, je fais ma randonnée de plus de 2h30, j'essaie d'apprécier, en tout cas je fais de mon mieux pour apprécier tous les paysages, toutes les couleurs, toutes les senteurs. J'ai même trouvé un cognacier, j'ai ramassé des coings juste à côté. Et ce qui est génial, c'est que je profite de chaque instant, mais je ne reste pas omnibulé par la ligne d'arrivée. Bien sûr que je vais être content lorsque je vais arriver, je vais pouvoir me rafraîchir, je vais pouvoir me boire un truc frais, je vais pouvoir me reposer, mais le principal, c'est ce qui se passe sur la route. Et le plus souvent, quels que soient les travaux que vous mettez en place, on attribue, hélas, nos victoires à des facteurs extérieurs. Et c'est ça qui va vous aider en tout cas à vous féliciter, c'est de vous rendre compte à l'instant T que vous êtes sur le chemin, que vous mettez en place des choses et que ça, en fait, c'est tout à votre honneur. Donc, lorsque vous êtes en cheminement, dans votre journée de travail, vous pouvez avoir ce moment de présence, ce moment de conscience où vous vous dites ouais, c'est plutôt bien, je vais plutôt être fier de moi parce que quand je serai arrivé là où je vais arriver, je sais par où je serai passé et c'est grâce à moi, c'est grâce aux actions que je mets en place. Donc ça, c'est super important. La troisième chose pour cultiver une bonne estime de soi, c'est de se traiter avec respect. Est-ce que vous prenez attention au langage intérieur, c'est-à-dire aux mots, aux expressions que vous vous adressez? Parfois, vous vous en prenez à vous-même. Et on pense qu'être sévère avec soi-même, ça nous aide à aller de l'avant, ça nous aide à nous corriger, à rectifier le tir, mais le plus souvent, c'est contre-productif. C'est contre-productif parce qu'au final, qu'est-ce qui se passe? Vous vous dévalorisez. Et donc, en vous traitant avec respect, c'est-à-dire pas forcément en vous offrant des fleurs tout le temps, même quand vous faites des conneries, mais en ayant une attitude beaucoup plus souple, en étant avec beaucoup plus de compassion envers vous-même, en étant beaucoup plus détaché et en ayant un regard peut-être beaucoup plus léger lorsque vous commettez une maladresse, ça va contribuer en fait à avoir un regard sur vous beaucoup plus valorisant parce que vous vous donnez la chance de vous reprendre, vous vous donnez la chance d'aller de l'avant. D'accord? Et le plus souvent, lorsqu'on est trop sévère avec soi-même, on est si exigeant qu'en fait, on annule toutes nos chances de se recréer, de se redonner la chance. Ensuite, la quatrième chose, c'est de participer de manière saine à son environnement. C'est vachement important de se sentir concerné par son environnement. Et je ne sais pas si vous le conscientisez, mais dans notre espace de vie au quotidien,
on met les pieds, on traverse différents types d'environnements. Il y a l'environnement proche dans votre domicile, il y a l'environnement au travail, il y a l'environnement si vous fréquentez une communauté, c'est un lieu social dans un sens plus large. Il y a un environnement au sein d'une collectivité aussi, si vous faites partie d'une collectivité, et puis à l'échelle plus grande, il y a le monde entier. Quelque part, lorsqu'on prend soin de son environnement, eh bien, on prend aussi soin de soi. Si on prend l'exemple juste de l'environnement proche, votre chambre, votre salle de bain, votre salon, si tout est agencé de manière harmonieuse, si vos draps sont régulièrement changés, eh bien c'est à vous que vous faites plaisir dans un premier temps. Ensuite, si on prend à l'échelle beaucoup plus large, finalement, on se rend compte que on n'est pas dissocié du vivant. La nature autour de moi, je suis content en fait, ça me met dans un état de bien-être. Imaginez ici cet endroit, si c'était une décharge publique, je prendrais beaucoup moins de plaisir à rester ici. Donc c'est super important aussi de prendre soin de notre environnement au sens le plus large, parce que je ne sais pas si un jour les hommes le comprendront, il y a une étroite relation entre les écosystèmes, ceux qu'on fréquente, le vivant à l'extérieur et puis le vivant à l'intérieur. Et tant qu'on n'a pas compris ça, en fait, finalement, on aura du mal à adopter une attitude saine vis-à-vis du monde, vis-à-vis du vivant, des écosystèmes, de l'écologie, et vis-à-vis de nous-mêmes. L'écologie intérieure et l'écologie extérieure est étroitement reliée. Finalement, je crois que la plupart des gens n'ont pas encore fait le lien, mais prendre soin de la terre, prendre soin de l'environnement, prendre soin du vivant, c'est avant tout prendre soin de soi-même. Donc ça contribue à avoir une meilleure image de soi, avoir une attitude beaucoup plus saine. On se sent aligné et les gestes que l'on fait pour les environnements, que ce soit environnemental, j'ai beaucoup mis l'accent là sur l'environnement, mais aussi mettre de l'énergie aussi dans le social, dans les relations, eh bien, ça nous apporte du bien-être, ça nous apporte de l'alignement et on va en parler un petit peu plus tard dans les points suivants. D'ailleurs, j'en viens dans le 5e point sur le fait qu'il est important d'investir dans ces relations. Je ne le répéterai jamais assez, on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus et parfois quand ça ne va pas, parfois quand on a le seum, on a une mauvaise image de soi, passer du temps avec des gens qui nous plaisent, des gens qui sont intéressants, vous vous en rendez compte, c'est simple comme bonjour, c'est juste bon pour le moral. Et donc quand ça ne va pas, il ne faut pas hésiter à se faire aider, à juste aller demander de l'aide entre guillemets. Quand on demande de l'aide, on n'envoie pas des messages de SOS, mais simplement on émet le besoin auprès de pairs, PAIRS, de parler, d'échanger, peut-être sur telle problématique, peut-être que vous en avez gros sur la patate par rapport à votre travail, peut-être que vous en avez gros sur la patate par rapport à votre famille ou à votre relation qui vient de se terminer. Il faut pas rester tout seul en fait. Et on est des animaux sociaux. Et d'ailleurs, Charles Pépin, c'est la 2e fois que je le cite parce que je l'écoute pas mal en ce moment, il parle de l'homme en tant qu'animal humain. C'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas dissocier l'homme du vivant. On n'est pas des surespèces, nous sommes des espèces parmi les espèces dotées d'une conscience. Et donc on est des animaux sociaux, on a besoin d'échanger. Et je m'en rends compte en fait, peut-être que c'est la technologie qui nous enferme, qui nous met dans un techno-cocon, c'est-à-dire une bulle confortable où la technologie vient assouvir nos besoins de communication sans bouger, nos besoins d'échange sans bouger, nos besoins de découverte du monde sans bouger, nos besoins d'échange culturel et tout ça, en fait ça ne peut pas remplacer une vraie relation. Et je ne sais pas si vous vous en rendez compte, moi je m'en rends compte en tout cas parce que je suis à distance et que je connais beaucoup moins de monde actuellement ici et j'ai besoin de socialiser, mais je me rends compte quand même que mes outils technologiques me permettent finalement de communiquer avec mes amis en France très facilement. Et j'ai cette illusion d'avoir suffisamment communiqué dans la journée lorsque j'ai fait quelques échanges sur WhatsApp. Or, les vrais liens sociaux, même si ça a sa vertu, je vais pas le contester, ça fait du bien de parler avec des potes sur WhatsApp ou sur Messenger ou que sais-je, mais il ne faut surtout pas que les vrais rapports sociaux, la vraie découverte, la vraie ouverture vers le monde soient remplacés en fait par ces outils technologiques. En tout cas,
c'est comme ça, je le déplore, mais vraiment, pour conserver une bonne estime de soi, pour se sentir ancré et dans le monde, c'est vachement important. Et d'ailleurs, je fais un petit saut en arrière sur le fait de participer à son environnement. Eh bien, le relationnel fait partie aussi de l'écologie. Et vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui a une mauvaise estime de soi, finalement, elle se coupe du monde. Quelqu'un qui n'en a rien à foutre du monde, quelqu'un qui pollue, qui déverse ses déchets dans une rivière, enfin, qui n'a aucune conscience écologique, vous avez juste à regarder, vous intéresser à cette personne et regarder son mode de vie, son écologie intérieure, vous allez vous rendre compte que le plus souvent, c'est déplorable et qu'elle a une très mauvaise estime d'elle-même. Le 6e point, c'est de se réserver du temps pour ses hobbies. C'est un rappel important, ça fait partie de votre identité. C'est une autre dimension de l'existence. Oui, le plaisir, l'épanouissement fait partie de l'existence. On n'est pas obligé d'être tout le temps dans des trucs sérieux. Et on ne peut pas se réduire seulement à nos obligations professionnelles ou familiales. Vous n'êtes pas qu'un travailleur, vous n'êtes pas que parent, vous n'avez pas que des responsabilités vis-à-vis des autres. Vous pouvez aussi vous engager vis-à-vis de vous-même vers des activités plaisir. La vie ne se résume pas au travail ou aux obligations. La vie, si on le souhaite, si on aménage suffisamment de temps, si on y accorde suffisamment d'importance, eh bien, ça nous permet aussi de découvrir d'autres facettes de soi à travers d'autres activités, quelles que soient les activités, le tricot, le cyclotourisme, la musique, la natation, les rencontres dans des langues étrangères, les voyages, enfin bref, il ne faut vraiment pas omettre ça. Et le plus souvent, on se rend compte, je me rends compte, je parle pour moi, que il y a des phases où je suis tellement accaparé par mon besoin, mon sentiment de réussite, que j'en oublie aussi de prendre du plaisir. Et que la richesse que l'on cultive en soi, elle fait partie aussi de ces moments de détente. Elle fait partie de ces moments, de ces brunchs le dimanche, d'un cinéma en pleine semaine, de la visite d'un musée, d'une promenade, d'un voyage. Et je suis pas... Vous n'êtes pas forcément obligé d'être toujours le nez devant votre ordinateur, le nez dans des bouquins. En fait, il faut aussi se laisser du temps pour oxygéner, pour laisser d'autres parties de soi s'exprimer, ce qui va laisser plus de place aussi aux parties que l'on qualifie peut-être de plus sérieuses, de se reposer et de s'oxygéner. Le 7e point, c'est d'apprendre à reconnaître ses points forts. Lorsqu'on a une mauvaise estime de soi, on passe trop de temps sur nos échecs, sur nos erreurs, sur nos points faibles et pas suffisamment sur nos points forts. C'est super important de savoir quels sont vos atouts parce que vos atouts, quelque part, ça représente vos deux jambes. C'est ce qui va vous permettre de garder l'équilibre, de vous ancrer dans le sol et ça va être le socle solide à partir duquel vont partir de nouvelles initiatives. Vous ne pouvez pas débuter des actions qui commencent sur des croyances limitantes, sur des points faibles, sur un sentiment de carence. Commencez déjà, si vous voulez entamer des actions, sur des choses sur lesquelles vous êtes à l'aise et capitalisez dessus, j'en ai déjà parlé. Misez vos efforts sur les points où vous vous sentez bon. Pourquoi ? Parce que vous avez suffisamment d'aisance et suffisamment de conscience pour pouvoir avancer. Pour reciter encore une fois Charles Pépin, le philosophe, il disait que finalement, faire grandir sa confiance, c'est des allers-retours entre sa zone de confort et puis l'extérieur. Et c'est des va-et-vient entre l'extérieur et sa zone de confort. Non pas pour sortir de sa zone de confort, mais pour agrandir sa zone de confort. Ce qui veut bien dire qu'on arrive vraiment à faire grandir ses projets, à faire grandir sa confiance et son estime de soi dans les moments et les endroits où on est vraiment à l'aise. Donc il ne s'agit pas de se mettre la rate au courbouillon en sortant radicalement de sa zone de confort, en étant dans une zone où tout devient super dur, où on se juge, où on est vraiment dans la difficulté, mais plutôt c'est de faire des petits allers-retours comme ça, de sortir furtivement, de revenir, de sortir, de revenir, et c'est comme ça que notre périmètre de sécurité s'agrandit progressivement. Donc quels que soient vos enjeux, quels que soient, peut-être que si je reprends, j'aime bien prendre cet exemple-là parce qu'il m'a beaucoup parlé, le fait de parler en public, va peut-être commencer
Si ça vous terrorise de parler en public et que c'est malgré tout un objectif de parler devant un grand public, commencez par 3 personnes, ça peut être vos amis, ça peut être de la famille, puis ensuite ramenez les amis des amis, élargissez à 5 ou 10 personnes, et puis ensuite poursuivez comme ça à 15, 30, 50, et après voilà, on peut vraiment agrandir autant qu'on veut. Le 8e point, c'est de faire preuve de compassion vis-à-vis des autres. L'estime de soi, c'est vraiment à double tranchant. Pour vous accepter tel que vous êtes, vous devez absolument faire preuve de compassion pour les autres. Tant que vous n'acceptez pas des choses chez les autres, tant que vous n'accueillez pas avec souplesse des trucs peut-être qui vous titillent chez les autres, eh bien ce sont autant de choses pour lesquelles vous serez hyper sévère et trop exigeant vis-à-vis de vous-même. Ça va dans les deux sens. Et plus vous vous pardonnez des choses, plus vous êtes souple avec vous-même et plus vous arrivez à vivre en harmonie avec les autres. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vous énerve, moi ça m'arrive très souvent dans les espaces publics parce que j'aimerais tout le temps être dans ma bulle quand je travaille sur mon ordinateur et que je suis dans un café et qu'il y a toujours du bruit, il y a toujours un gamin qui gueule, il y a toujours une porte qui claque, il y a toujours quelqu'un qui parle trop fort. Mais je suis dans un lieu public et ça me force à accepter la vie, le vivant, le mouvement. Et là, je peux vous assurer qu'en Espagne, les gens ils parlent beaucoup plus fort. Les gens ils manifestent leur enthousiasme beaucoup plus fort qu'en France. Ça me fait vachement bosser sur moi. Ça m'amène quelque part à être beaucoup plus souple et beaucoup plus tolérant vis-à-vis de moi-même. Le 9e point, c'est d'apprécier votre singularité. C'est de vraiment apprendre à aimer ce que vous avez d'unique. Personne dans le monde n'est comme vous. Vous avez une génétique qui vous est particulière, vous avez un caractère, vous avez des comportements, vous avez une expérience, vous avez des traits physiques. Tout ça est unique. Donc, s'il vous plaît, acceptez-vous avec votre unicité. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de vous comparer aux autres. Arrêtez de comparer 2 expériences de vie qui n'ont absolument rien à voir. Ça ne sert strictement à rien de se comparer à une norme qui est générale, car votre expérience à vous est particulière. Vous êtes seul à la vivre et donc, il faut faire de votre expérience unique votre propre norme. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Donc, acceptez tout ce qui fait de vous une personne originale, une personne singulière. Et oui, personne ne fait les choses comme vous, c'est normal. Personne n'est pas né au même endroit, au même moment que vous et n'a pas vécu les mêmes choses que vous. D'accord ? Donc, à partir de ce moment-là, vous et vous seul pouvez être garant de votre propre norme. C'est vous qui devez la constituer et la respecter. Et le 10e point, qui n'est pas des moindres, c'est de conserver une bonne santé. Prendre soin de sa santé physique, ça a forcément des répercussions sur sa santé psychologique. Donc prenez toujours soin de ce que vous consommez. La nourriture, prenez soin de manger une nourriture saine, prenez soin de toujours faire de l'activité physique. Je ne vous parle pas d'aller à la salle et de vous éclater à la salle. Si vous allez à la salle et que vous faites de l'exercice et que ça vous fait du bien, c'est tant mieux. Moi, je vous parle simplement de rester actif tous les jours, d'aller marcher, peut-être de prendre votre vélo plutôt qu'aller au travail en voiture si c'est possible, de monter les escaliers plutôt que de prendre l'escalator ou l'ascenseur, d'aller faire vos courses en vélo si c'est possible, mais en tout cas d'être dans le mouvement. C'est important d'être dans le mouvement, de manger sain, de faire attention à ce qu'on consomme, de fréquenter des environnements différents, de vous exposer au calme, et puis important de respirer et puis de respecter votre sommeil. Le sommeil a une énorme incidence sur la gestion de vos pensées. Vous allez vous en rendre compte, plus vous dormez mal, plus vous êtes irritable, moins vous avez une bonne image de vous. Et puis il y a certaines substances qui sont hyper stimulantes et qui peuvent être préjudiciables pour les personnes comme vous, peut-être qui ont un système nerveux qui est peut-être plus sensible. J'en ai beaucoup parlé au début de la chaîne pour les hypersensibles. La consommation de produits comme le café, moi en ce moment, je ralentis énormément, je fais attention, je sais que j'ai une grande addiction au café et quand j'en bois trop, ça va plus en fait, ça va plus parce que ça tourne trop vite dans ma tête, les choses ne vont pas comme je veux, je suis vite irascible et donc forcément j'ai pas nécessairement une bonne image de moi et ce qui contribue pas en fait au développement d'actions saines, d'actions vertueuses et puis je me représente pas en tout cas dans ces moments-là de grand énervement,
de grande saturation au niveau de mon système nerveux. Je ne me représente pas comme quelqu'un de forcément sain ou bien. Et depuis que j'ai arrêté à peu près le café, des fois je craque, et c'est pas grave de craquer, parce que c'est pas non plus une abstinence totale, ça va mieux, je dors mieux, je me réveille mieux, j'ai moins les maux de tête le matin quand je prends pas de café, et je le remplace par du thé, et tout se passe très bien. Voilà. Donc j'espère que ces 10 points vous auront apporté des éléments intéressants, en tout cas pour mieux ménager votre manière d'être avec vous-même et cultiver une bonne estime de soi. Si vous souhaitez approfondir ce travail, travailler sur l'amour de soi, l'acceptation de soi, la mise en place de bonnes habitudes, tout comprendre sur l'estime de soi et puis créer vos propres règles de vie, mettre en place des valeurs qui vous correspondent et les incarner, le programme Self Power va vous permettre de vous accompagner. Ce sont 8 modules vidéo avec des fichiers PDF à télécharger. Il y a même un cahier journal. Enfin, c'est un journal de bord que je vous ai préparé, il n'y a plus qu'à l'imprimer. Et comme ça, vous avez un suivi pendant 21 jours pour pouvoir suivre vos progrès. Voilà, je pense vous avoir tout dit. C'est le dernier jour du lancement. Donc jusqu'à ce soir minuit, vous avez ce programme à moitié prix. Vous avez juste à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo pour y accéder. Et c'est la dernière fois que je vous en parle. Voilà, sur ce, je vous laisse. Moi, je continue ma balade. Je crois que j'ai encore pas mal de route à faire. Et ça tombe bien parce que la température commence à baisser. Le moment est propice. Je vous remercie, je vous dis à très vite et puis je vous retrouve dans les commentaires. À bientôt.